3 raisons justifient le contrôle de la part de l'employeur, de l'ordinateur, du téléphone et de la messagerie professionnelle. La première raison, la plus évidente, c'est la sécurité des biens. Biens corporels, l'ordinateur, le téléphone. Biens incorporels, le fichier de la clientèle. La deuxième raison renvoie à la sécurité des personnes. S'agissant des personnes, nous identifions bien sûr les clients, qui sont des personnes physiques dignes de protection ou des personnes morales dignes de protection, les partenaires commerciaux, les partenaires contractuels, et enfin les salariés eux-mêmes. Au demeurant, la loi impose à toute personne qui traite de manière informatique des données personnelles une obligation de sécuriser son système informatique. La troisième raison, bien sûr, c'est la vérification de la correcte exécution des obligations contractuelles par le salarié. Est-ce que celui-ci utilise à des fins professionnelles les outils qu'on lui remet ou est-ce que celui-ci utilise à des fins personnelles les outils qu'on lui remet? La difficulté est que les intérêts légitimes de l'entreprise doivent se concilier avec les droits du salarié, saisi en tant que citoyen. Droit au respect de la vie privée, droit à l'image, droit au respect de sa voix. Il est de l'essence du contrat de travail que l'employeur a le droit de contrôler l'activité des salariés. Les juges en ont déduit une solution très simple. Au temps et au lieu de travail, l'employeur a le droit de contrôler l'activité des salariés et l'utilisation que font les salariés des biens de l'entreprise. Les fondements sont assez simples. Les fondements sont de deux natures. L'origine professionnelle des biens. La messagerie, l'ordinateur, le téléphone sont 3 éléments qui appartiennent à l'entreprise. C'est la protection du droit de propriété. Deuxième fondement, la finalité professionnelle des biens. Ces biens servent l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de l'activité économique de l'entreprise. La conséquence est alors simple. L'employeur a le droit de contrôler le contenu des ordinateurs professionnels, du téléphone professionnel et de la messagerie professionnelle, même en l'absence du salarié, et même si celui-ci n'est pas dûment informé. La Cour de cassation, les juges, ont précisé même qu'un salarié n'avait pas le droit de mettre un code d'accès à son ordinateur professionnel. Pourquoi? Parce que par cet élément, le salarié s'accapare la propriété de l'entreprise et donc, bien sûr, viole le droit de propriété, viole la liberté d'entreprendre et cela constitue une cause de licenciement. Si l'employeur a le pouvoir de contrôler l'activité des salariés, néanmoins ce pouvoir a différentes limites. Ces limites ont des fondements très simples. Premier fondement, il faut éviter l'abus de droit. Deuxième fondement, il faut protéger les droits de la personnalité du salarié. Ces limites sont au nombre de 3. Première limite liée à la transparence du contrôle. Deuxième limite liée à la portée ou les conséquences du contrôle. Troisième limite liée à l'étendue du contrôle. Les juges ont établi une distinction très simple. Il faut distinguer d'un côté le contrôle ponctuel des salariés et de l'autre côté le contrôle permanent des salariés. S'agissant du contrôle ponctuel, le contrôle ponctuel est libre. Il peut se faire à tout moment par l'employeur ou par son délégataire. Ainsi, l'employeur peut vérifier les connexions Internet effectuées par le salarié à travers l'outil qu'est l'ordinateur professionnel. De même, l'employeur peut librement contrôler le relevé téléphonique du téléphone professionnel ou encore l'employeur peut librement contrôler le message émis ou reçu à travers la messagerie professionnelle. S'agissant du contrôle permanent, les conditions sont plus encadrées. En effet, c'est un mécanisme beaucoup plus intrusif par rapport à la vie professionnelle des salariés. 3 conditions sont posées, assez simples au demeurant. Première condition, une information individuelle des salariés concernés par le contrôle. Cette information individuelle doit néanmoins être complète. Ce n'est pas simplement on vous indique que vous allez être contrôlé. Il y a la nature du contrôle, les motifs du contrôle, la durée de conservation des données, l'information au profit du salarié d'un droit d'accès à ces données personnelles et enfin, bien sûr, la protection de ces données contre toute intrusion par des tiers. Après l'information individuelle, deuxième condition, l'information collective. Lorsque le contrôle est permanent et collectif, c'est-à-dire qu'il concerne plusieurs salariés ou un service. Dans ces cas-là, il faut informer et consulter les instances de représentation du personnel et essentiellement le comité d'entreprise. Troisième condition, l'autorisation
administrative. Il est nécessaire, lorsqu'il y a un traitement automatisé de données personnelles, et oui, quand on contrôle l'ordinateur, quand on contrôle la messagerie, ce sont des traitements numérisés, il est nécessaire de demander une autorisation préalable auprès de la CNIL. Et il faut le savoir, la CNIL est le meilleur partenaire des entreprises. La CNIL fournit des conseils, la CNIL fournit des lettres types, la CNIL fournit tout un guide méthodologique pour la mise en place de tels contrôles. S'agissant de la portée du contrôle, la question est la suivante. Si l'employeur peut contrôler l'usage que l'on fait de l'ordinateur, du téléphone ou de la messagerie professionnelle, peut-il toujours utiliser les informations qu'il découvre? Les juges ont opéré une distinction assez simple. Est-ce que le contenu est d'ordre professionnel ou est-ce que le contenu est d'ordre privé? Lorsque le contenu est d'ordre professionnel, il concerne les relations entre deux salariés de l'entreprise ou encore des relations entre un salarié et un client ou un partenaire de l'entreprise. L'employeur est libre d'utiliser un tel contenu. Et si ce contenu révèle une faute professionnelle, une concurrence déloyale, voire l'échange d'injures entre deux salariés, l'employeur peut alors librement licencier le salarié pour une cause légitime. Si le contenu maintenant est d'ordre privé, qu'entend-on par contenu d'ordre privé? Des échanges d'opinions personnelles entre deux salariés, voire, nous ont dit les juges, l'échange de photos intimes entre deux salariés. Ce peut être encore la consultation de sites de nature extra-professionnelle, voire le téléchargement de fichiers de nature extra-professionnelle. Je télécharge mes photos de vacances dans l'ordinateur de l'entreprise. Chose assez courante. Comment doit réagir l'employeur? Les juges ont prévu une obligation de tolérance, donc un droit à la tolérance au profit des salariés. L'employeur ne peut pas sanctionner parce qu'il constate un contenu extra-professionnel dans le cadre de la messagerie professionnelle, de l'ordinateur professionnel ou du téléphone professionnel. Néanmoins, ce droit à la tolérance est soumis à deux limites. Première limite, il ne faut pas que cela révèle une infraction pénale, comme par exemple la visite de sites pédophiles. Deuxième limite, il ne faut pas que cela révèle une inexécution du contrat. La personne est tellement sur des sites extra-professionnels, la jurisprudence mythique par exemple, où la personne passait plus des 2 tiers de son temps à être sur mythique, il ne faut pas que cela révèle bien sûr une inexécution de la mission. La personne ne travaille pas, elle est sur des sites extra-professionnels. Nous avons par exemple une jurisprudence assez récente où un salarié avait téléchargé 1562 fichiers informatiques de nature pornographique, ce n'est pas une infraction pénale, mais sur une même période de 2 ans. Les juges ont estimé que cela constituait un abus de la part du salarié, révélant une inexécution du contrat. En tout état de cause, qu'est-ce que l'on peut conseiller aux entreprises? Les entreprises sont en droit de prévoir dans le règlement intérieur ou dans une stipulation contractuelle l'interdiction d'user de manière personnelle des outils appartenant à l'entreprise. Cette étendue du contrôle peut être limitée de 2 manières. Première manière, le salarié identifie un fichier ou un message comme étant strictement personnel. Deuxième manière, le bien qui est remis au salarié lui est laissé dans le cadre de sa vie personnelle. Par conséquent, la finalité n'est plus exclusivement professionnelle, elle est également personnelle. Il l'utilise dans le cadre de sa vie personnelle, en dehors du temps et du lieu de travail. Première limite, quant à l'étendue, l'identification d'un fichier, d'un message comme étant strictement personnel. Les juges ont alors considéré que les modalités du contrôle étaient différentes. L'employeur n'est plus totalement libre. Il ne peut contrôler le contenu des messages du fichier que si le salarié est présent ou, à défaut, lorsqu'il est absent, si celui-ci est dûment appelé. Il y a eu une évolution en jurisprudence. Il n'est plus nécessaire de demander l'accord du salarié pour procéder à un tel contrôle. Lorsque le bien est remis au salarié, également dans sa vie personnelle, les juges ont alors estimé que, par essence, le bien allait être utilisé à des fins professionnelles, mais pouvait contenir des éléments de la vie personnelle. Par conséquent, les conditions du contrôle doivent être définies, soit par le règlement intérieur, soit par une clause du contrat. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? La nature du contrôle, les motifs du contrôle, la périodicité du contrôle doivent être nécessairement précisés.